et donc la ferme du Buisson, qui était une ferme 14e ou 15e siècle, mais qui vont transformer en ferme industrielle, dont les bâtiments existent toujours, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir après. Des bâtiments sur le modèle de l'usine, évidemment. Ça va faire partie, évidemment, des premières grosses fermes industrielles. Et on fait tout ça, pas pour vendre les produits agricoles à l'extérieur, mais pour nourrir la cité ouvrière. C'est intéressant, encore une fois, pour tout le monde. Ça regroupe aussi des préoccupations, des problèmes qu'on finit par se poser. C'est qu'effectivement, on finit par se demander finalement, les ouvriers qui sont dans les grandes villes, qu'est-ce qu'ils mangent? À quel genre de nourriture ils peuvent avoir accès? Parce qu'évidemment, par exemple, une ville comme Paris, qui a grandi très vite, à une époque où il n'y a pas de wagon réfrigéré pour amener la nourriture, ne peut pas se ravitailler sur des grandes distances. Donc on a une quantité de la nourriture limitée, en fait, qu'on puisse ramener dans les grandes villes, surtout pour les produits frais. Et du coup, ça, évidemment, ces produits frais, on ne peut pas en ramener autant qu'on veut. Et évidemment, ce n'est pas les ouvriers qui sont en premier pour les acheter. Donc on finit par se demander finalement qu'est-ce qu'ils mangent finalement tous ces ouvriers. Et là, on va se dire, on va régler le problème en faisant sur place la nourriture, finalement. Et comme ça, on est sûr qu'ils auront de quoi manger. Si la question qu'on finit par se poser dans certains milieux à l'époque, c'est le problème de ces ouvriers qui ne peuvent pas habiter à côté du lieu de travail et qui du coup perdent du temps dans le transport. Donc le transport, c'est à pied, évidemment. Et on va se dire, effectivement, ces ouvriers, ils perdent du temps, ils perdent de l'énergie, et notamment le midi, pour le déjeuner, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, manger au chaud, la cantine. Et comme ça, ils peuvent manger chaud, au chaud, sans avoir à rentrer chez eux, donc sans avoir à marcher plusieurs kilomètres. Par contre, quelques années plus tard, les meuniers vont rajouter des cuisines à l'arrière, et là, ça va vraiment se transformer en restaurant d'entreprise. C'est vraiment la cantine. On peut venir acheter son repas directement. On payait son repas avec des jetons frappés du M des meuniers. Et encore une fois, ça permet de manger. Et là, évidemment, ça concerne également les ouvriers qui habitent à Noisiel. Et là, ce qui est intéressant même, c'est que les ouvriers qui habitaient à Noisiel pouvaient, eux, passer également le soir, acheter un repas dans les réfectoires, qui ramenaient ensuite manger chez eux. Le soir, ça faisait à emporter. Et ça aussi, c'est intéressant, puisque là aussi, c'est un problème qu'on finit par se poser, des questions qu'on finit par se poser, c'est donc effectivement, qu'est-ce que mangent les ouvriers? Parce qu'il y avait 3 salles à manger dans ces bâtiments, puisqu'on va répartir à l'intérieur, il y avait 3 salles à manger, puisqu'il va y avoir une salle à manger pour les autres célibataires, une salle à manger pour les jeunes filles et les veuves, et une salle à manger pour les couples mariés, donc qui va servir de bibliothèque, qui va servir pour les cours du soir des ouvriers adultes, ce qui est aussi une grosse préoccupation à la fin du XIXe siècle, qui va servir de lieu de conférence pour les ouvriers, donc il y a des conférences sur l'histoire, la géographie, l'hygiène, etc., qui va aussi servir de lieu de répétition pour l'orchestre de l'usine, qui va servir aussi pour faire des fêtes. Ce qui est quand même au cœur d'un projet comme ça, à l'époque des mille meuniers, c'est le logement. La première chose, évidemment, c'est le logement. Notamment parce que on est chez des gens qui vont penser que finalement une grosse partie des problèmes sociaux liés à l'industrialisation pourraient être réglés si on donnait des logements décents aux ouvriers. Entassés dans des quartiers insalubres, dans des immeubles insalubres, où souvent une famille ouvrière loue une pièce, et souvent une cave ou un grenier. Donc évidemment, c'est des conditions de vie qui sont très mauvaises. Et donc effectivement, certains vont chercher à trouver des solutions à ça, puisqu'on va se rendre compte évidemment que ces quartiers ouvriers sont des nids d'émeutes, et puis encore plus à partir des années 1830-1840, on va se rendre compte que ces quartiers sont des nids d'épidémies. Et ça va être l'une des grosses préoccupations du 19e siècle, c'est la lutte contre les épidémies. Alors, vous avez remarqué que c'est revenu à la mode. Mais à l'époque, les épidémies, c'est le choléra, puis la tuberculose. Il y a 2 logements dedans. D'ailleurs, ce qui est déjà intéressant, c'est qu'effectivement, on choisit le logement individuel, qui est un débat à l'époque sur savoir s'il faut du collectif ou de l'individuel. Et donc, ça faisait des logements de 61 mètres carrés, 4 pièces, donc 2 pièces à chaque étage, ce qui était évidemment très important pour un ménage ouvrier dans les années 1870-80. Et justement, les maisons ne sont pas collées comme dans le Nord, puisque vous avez remarqué que de chaque côté, on a un grand jardin. Donc, chaque maison va avoir un grand jardin. On prévoit des jardins entre 300 et 400 mètres carrés, au départ, selon l'emplacement de la maison. Donc, un vrai jardin.
Et ça, c'était très important. Donc, ce jardin devait avoir plusieurs avantages. Déjà, évidemment, il devait permettre aux ouvriers d'avoir un potager, des arbres fruitiers, une basse-cour, etc. Donc, de produire eux-mêmes une partie de ce qui était nécessaire. Et cette question de l'accès à un jardin par les ouvriers, ça devient une grosse préoccupation, évidemment, cette question des jardins ouvriers à la fin du 19e siècle. Mais les jardins ici ont également l'avantage qu'on va les utiliser pour aérer la cité, pour éloigner les maisons. Donc ce qu'on voulait pas effectivement, c'est les maisons collées les unes aux autres avec le jardin derrière comme dans le nord justement. Là, on voulait aérer la cité et donc pour ça, on va utiliser le jardin pour éloigner les maisons et c'est notamment dû à des préoccupations d'hygiène. Justement, on pensait que c'était un moyen, évidemment, de lutter contre les épidémies. Si l'ouvrier se sent responsable de sa famille, il sera conduit à mieux se conduire. Il sera conduit à pas dépenser tout son salaire dans l'alcool. Et donc, théoriquement, quand on arrête de travailler, il faut quitter la maison. Mais ils vont aussi quand même trouver que demander à des ouvriers qui sont là depuis 30 ans de repartir tout de suite, c'est un peu raide. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont faire deux choses en fait en même temps. Ils vont construire d'une part, ce qu'on appelle les maisons de retraite. Les maisons de retraite, c'est des petits 2 pièces qu'ils vont construire sur le territoire de Noiselle ou sur le territoire de Torcy pour les fournir à leurs ouvriers retraités qui touchaient une pension par l'usine. Et du coup, le départ à la retraite, c'était à 60 ans et 15 ans d'ancienneté. Du coup, en tout cas, comme ça, ils étaient logés, mais par contre, ils ne prenaient pas de place à côté de l'usine. Par contre, ça, c'est pour ceux qui étaient encore un peu enfants. Pour ceux, par contre, qui n'étaient plus enfants, mais qui ne pouvaient plus habiter tout seuls, on va faire la maison de retraite, donc qui est justement le bâtiment qu'on commence à construire le 8 octobre 1898. Et c'est un bâtiment qui existe toujours, mais je ne vais pas vous faire marcher jusque-là, c'est celui qui est tout en haut de la cité ouvrière.